Bonjour à tous. Alors hier j'ai reçu une alerte rentrée 2020. C'est une directrice d'école qui a quelques appointances avec l'éducation nationale, qui a été mise au courant que les informations qui arrivent sur le bureau des directeurs d'école sont extrêmement inquiétantes. En effet, il est évoqué la possibilité qu'à partir de la rentrée de septembre 2020, suivant l'état sanitaire, des brigades spéciales débarquent dans les écoles, dans les établissements privés, sans prévenir, pour éventuellement vacciner les élèves. Donc vos directeurs d'école sont au courant. C'est comme les droits sexuels quand ils vous disent qu'ils ne sont pas au courant. Je pense que les gens ont tellement peur, sont tellement inconscients de la situation, qu'en fait ils ne vous disent rien. J'alerte vraiment tous les parents de France. Vraiment faites attention, parce que tout ceci est en cours et n'est pas prêt de s'arrêter. Leur plan est diabolique. Leur plan final est vraiment de nous séparer les uns des autres, de nous diviser et de nous détruire. J'avais dit que tout ceci arriverait, que vous deviez retirer les enfants des écoles. Ça fait des années que j'alerte là-dessus, d'autres avec moi bien sûr, je ne suis pas la seule, sur tous ces dangers de l'école. Les droits sexuels, les vaccins et maintenant la crise sanitaire dont nous avions déjà parlé. Auparavant, j'avais dit que certainement il ferait une pandémie, et M. Gendroc aussi l'avait stipulé. On est vraiment dans une dictature sanitaire, vraiment, comprenez-le, où les médecins font semblant d'ignorer qu'on les a empêchés de soigner durant cette crise, en tout cas une bonne part des médecins, mais cette crise sanitaire a en fait une prise de pouvoir politique. On porte désormais, on devra porter, je pense dès la rentrée, tous des masques dans les rues, alors que vous savez très bien qu'il n'y en a absolument pas besoin, messieurs et mesdames, et les médecins. Le masque, c'est une muselière, oui, mais pas que ça. On vit vraiment dans une hypocrisie totale, d'abêtissement, engendré depuis des années de politique de baisse des niveaux scolaires. Et oui, c'est vrai que il est quand même plus facile de mener un peuple sans discernement, sans connaissance et sans savoir. Il est plus facile aussi de lui faire croire à des choses quand il a perdu la connaissance. Alors qu'en fait, c'est en CM2 quand même qu'on apprend les dangers du gaz carbonique. Mais vous portez des masques. Alors, faut-il aller plus loin pour comprendre combien les Français sont devenus de plus en plus stupides, sans connaissance, soumis à une autorité qui n'a fait que leur mentir durant des années. Et je voudrais vous dire ce qu'on trouve sur le site education.gouv, que je vais vous passer évidemment tous les liens de ce que je vous donne. C'est le guide sanitaire de rentrée scolaire dans le contexte Covid-19. Le présent guide repose sur des prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé, rendues par le Haut Conseil de la Sécurité de la Santé publique, le 7 juillet, ainsi que sur les dispositions réglementaires en vigueur de la date de la rentrée. La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite avec les services de l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Oui, soyez tous corrompus, mes amis, c'est ce qu'on attend de vous. Soyez bien obéissants, c'est ce qu'on attend de vous. Ne réfléchissez plus, c'est ce qu'on veut de vous. Donc, ils disent, les parents d'élèves jouent un rôle essentiel et doivent s'engager à ne pas mettre leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée en cas de fièvre, 38. C'est vrai que c'est une grave fièvre, 38, attention. Ou en cas d'apparition de symptômes évoquant le Covid. Alors si tu veux, comme on a 10 000 symptômes, je ne sais pas comment vont s'y retrouver les parents. Ou en cas d'apparition de symptômes ou dans l'élève ou dans la famille. Les personnels doivent s'appliquer les mêmes règles. Oui, messieurs, dames, appliquez-vous les mêmes règles. Les accompagnateurs, les intervenants extérieurs, oui, on a beaucoup d'intervenants extérieurs dans les écoles, peuvent entrer dans les bâtiments après nettoyage et désinfection des mains et ils doivent porter un masque de protection. Dans les espaces clos, salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc. La distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. Et on veut quand même que tous les élèves aillent à l'école désormais. Maintenant qu'on a fait le choc du confinement, eh bien vous êtes tellement heureux d'être dehors que vous allez être content de porter votre masque à l'école, dans les bibliothèques, dans la rue, en faisant votre jogging, partout. Vous allez voir pourquoi.
Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves, dans les espaces extérieurs. Ah oui, ciel extérieur, hein, c'est dangereux. La distanciation physique, si on a l'espace, ne s'applique pas. Toutefois, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans les espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu'en classe, quand la distanciation d'1 mètre ne peut pas être garantie et qu'ils sont passés face à face ou côte à côte. Bien sûr, les gestes barrières doivent être appliqués en permanence. En permanence. Ayez peur, bonnes gens. Ayez très très peur. Et par tout le monde, évidemment. À l'heure actuelle, ce sont des mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. Ils ont tout prévu, absolument tout. Alors, je ne vous lirai pas tout ce qu'ils ont mis parce que ça n'a aucun intérêt. Comprenez simplement que le masque est une muselière, oui, mais vous n'imaginez pas à quel point. Parce que les gens ignorent tout, finalement, du fonctionnement du corps humain et des fonctionnements cognitifs, de ce qui fait que nous sommes des êtres humains, mais donc aussi des mammifères. Et oui, nous sommes à champ chaud, donc nous sommes des mammifères. Édouard Tronick, très connu pour avoir mis au point une expérience psychologique portant le nom de Stillface. Stillface, c'est l'expérience, l'expression des visages ou l'impassibilité, impassibilité du visage. Et il a mis en évidence par cette méthode la régulation mutuelle chez les nourrissons, c'est-à-dire le fait que le bébé et sa maman jouent tous deux un rôle très actif dans la relation, dans l'interaction qui se construit mère-enfant. L'expérience met en jeu la mère et son bébé. Elle interagit avec son bébé, et puis tout à coup, elle se tait, et son visage se ferme, reste inexpressif. Elle ne répond plus au bébé, et la réaction du bébé va être étonnante. C'est-à-dire que lui aussi va cesser totalement l'interaction. Et puis il va faire des grimaces pour attirer le regard. Puis il va se mettre à gesticuler. Et puis il va se mettre à pleurer. Parce qu'il est dans l'inquiétude totale. C'est-à-dire que votre visage étant devenu impassible, il ne comprend pas ce qui se passe. En fait, quand la maman, à ce moment-là, reprend l'interaction normale avec son bébé, eh bien, et qu'elle va lui montrer par exemple des signes de stress, eh bien en fait, le bébé va reprendre ses interactions avec elle. L'expérience va mettre... mais il va montrer lui aussi, excusez-moi, des signes de stress, comme sa maman, en fait. L'expérience met donc en évidence les interactions de détresse des nourrissons face à un visage inexpressif et impassible, comme quand vous mettez votre masque. Imaginez ce qui va se passer dans les crèches, imaginez ce qui se passe pour les petits-enfants, dans les écoles maternelles, avec les nourrices, dans les rues, tous masqués. Imaginez quelle société nous construisons demain. L'expérience met donc en évidence les réactions de détresse des nourrissons face à un visage inexpressif ou impassible. Cette situation stimule expérimentalement des situations telles que la dépression parentale. Les observations qui ont été effectuées par le psychologue sur ces nourrissons, mis en contexte du Stillface, ont révélé que leurs interactions avec des mères sujettes à une dépression induisent chez ces nouveau-nés une réaction similaire et réciproque. Rendez-vous compte. Chez le nouveau-né, ce processus est induit par une capacité innée à vouloir accroître ses possibilités de penser, ses ressentis émotionnels. Et pour le psychologue américain, les émotions se révèlent être un ensemble constitué de 3 éléments. Les expressions faciales, les vocalisations et les postures corporelles. Il établit donc le postulat selon lequel la souplesse des expressions faciales du nourrisson est dédiée à des fonctions très importantes. Et en outre, ce psychologue a déterminé que le nouveau-né peut envoyer un même message en utilisant d'autres voies de communication vocale ou corporelle. Ainsi, il augmente
sa possibilité, sa probabilité que le donneur de soins comprenne le message et ainsi puisse lui donner en retour une réponse adaptée. Pour Édouard Tronic, les expressions du visage et les comportements pourraient être appréhendés tels à des unités expressives fondamentales. Aucune mère n'ignore ça. Aucune mère n'ignore combien son petit bébé va réagir face à son visage. Quand elle sourit, il va tenter de sourire. Quand elle tire la langue, il va tenter lui aussi de tirer sa petite langue. Quand elle va faire certaines mimiques, lui aussi va tenter d'imiter. Parce que c'est comme ça qu'interagissent les bébés avec leur maman et avec les adultes qui les entourent en grandissant. Maintenant, je vais vous parler d'un autre phénomène. Et vous allez comprendre pourquoi le masque est si important pour eux, qu'il est si important de nous l'imposer. C'est pas à cause d'un virus, parce que les virus sont à l'intérieur de nous, je l'ai déjà dit. Ce qui est important pour eux, c'est cette muselière et surtout de nous robotiser, de nous amener à une robotisation telle que nous ayons plus aucune sensation physique, émotionnelle. Est-ce que vous connaissez le chemin de l'organe voméronasal? Chez les animaux, la plupart des phéromones, bien sûr, n'ont aucune odeur, tout comme chez les humains. Mais nous sommes soumis, nous aussi, aux phéromones. Une fois à l'intérieur des voies nasales, il va emprunter le chemin olfactif, comme le font les odeurs, mais ça va mener à l'organe voméronasal. C'est comme une petite poche, en fait, percée d'un trou minuscule et qui est reliée directement à l'hypothalamus. C'est le siège des émotions, c'est le siège des comportements sexuels dans le cerveau aussi. Et si on détruit cet organe, alors il ne montre plus aucun intérêt pour l'activité sexuelle. Alors bien sûr, entendez par l'activité sexuelle aussi toute l'interaction qu'ont les hommes et les femmes entre eux, l'amour, la compassion, toutes ces choses-là, évidemment. Jusqu'en 1991, le docteur David Berliner identifie chez plus de 90% des sujets et enregistre une activité électrique confirmant qu'il est toujours fonctionnel. Alors on pensait que chez l'homme, l'organe voméronasal n'était qu'un petit vestige atrophié de l'évolution. Mais au contraire, pas du tout. Absolument pas. La fonction de cet organe, même s'elle a été réduite par rapport aux standards mammifères, a été découverte qu'en 1994. Ce sont des physiologistes de l'université de l'Utah qui, en examinant 400 sujets humains, ont constaté que tous avaient un organe voméronasal et qu'il fonctionnait et qu'il envoyait des messages phéromonaux, non au cortex cérébral, mais au système limbique. Le système limbique ou le cerveau primitif sont ceux qui conduisent nos impulsions les plus basiques et les plus simples. Celui qui fait que tu sautes de joie, celui qui fait que tu vas embrasser l'autre, celui qui fait que tu vas sentir de l'amour t'envahir, ou de la colère ou autre chose. Il régit notre conscience de l'environnement et la façon dont nous allons y réagir, ainsi que notre comportement sexuel, mais notre conscience de l'environnement. Comprenez-vous ce que veut dire conscience de notre environnement? C'est-à-dire qu'en fait, cet organe voméronasal va avoir une action sur notre conscience. Martha McClintock de l'Université de Chicago a été la première à identifier le synchronisme menstruel en 71. Elle a découvert en 98 que la sueur des aisselles était responsable de ce phénomène curieux. C'est-à-dire que les femmes se synchronisent entre elles et elles vont avoir leurs règles en même temps, quel que soit le niveau de leur l'endroit de leur cycle où elles sont. Eh bien, quand elles partagent par exemple le même bureau, eh bien elles vont se synchroniser comme un moment d'adaptation. Martha McClintock et son équipe ont exposé un groupe de femmes à une bouffée de transpiration d'autres femmes et ça a provoqué une accélération ou un ralentissement du cycle, selon la période du mois pendant lesquelles la sueur a été prélevée. Ces chercheurs ont ainsi démontré que les phéromones, sécrétés par des glandes situées sous les aisselles, provoquaient un changement systématique de l'ovulation et du moment des règles chez des femmes exposées à ces substances. Donc le rôle des phéromones humaines est mis en lumière. Et il explique une partie,
en partie tous les choix de nos partenaires, tous nos partenaires, que ce soit amis, amour. Mais pour que cette théorie ait un sens, ces molécules doivent, comme des gènes, varier d'un individu à l'autre. Sinon, on ne pourrait pas, sans cela, établir, même inconsciemment, les différences entre les uns et les autres, et donc opérer des choix. Donc quel lien existe-t-il entre les choix et ces phéromones, finalement? Eh bien, pour étudier cette question, des chercheurs ont étudié les souris. Alors vous allez me dire, mais quel choix est-ce qu'il y a entre ces phéromones pour étudier les questions de ces chercheurs? Parce que les phéromones, figurez-vous, influencent les comportements humains. Et ça, c'est une nouvelle étude britannique qui le prouve, qui apporte une nouvelle confirmation de l'effet des phéromones sur le comportement humain. C'est en avril dernier, en 2019, à la conférence annuelle de Winchester de la Société britannique de psychologie, que des chercheurs ont présenté de nouveaux résultats de recherche. Le docteur Dick Naves et son équipe de l'université de Northumbrie a conduit des tests conçus dans l'objectif de documenter l'action des phéromones humaines. Et ils ont demandé à 32 femmes de classer les caractères d'attractivité, les caractères mâles, dans des histoires de silhouettes, du corps masculin et de visage d'homme sur des photographies. Sans que les femmes ne le sachent, les chercheurs ont mis des phéromones mâles dans l'environnement du laboratoire et leur ont demandé de refaire un classement. Et ceci dans l'objectif de tester les phéromones à différentes périodes de leur cycle menstruel. Les chercheurs ont recommencé les mêmes tests, les mêmes expériences 2 semaines plus tard, quand les femmes donc étaient à différentes phases de leur cycle menstruel. Les résultats ont été sans équivoque. Chaque femme augmentait son niveau d'attraction en présence de phéromones mâles. De façon remarquable, l'homme, qui avait été classé le moins beau, a reçu la plus forte poussée sur l'échelle des regards. En présence des phéromones, tous les visages étaient donc classés plus attractifs. Mais plus particulièrement les visages auparavant classés comme étant les moins attractifs. Ces résultats, qui reflétaient ceux d'une étude australienne aussi, sur les effets des phéromones femelles sur les hommes, montraient aussi que ces produits chimiques avaient les plus forts impacts sur les femmes au milieu de cycle. Et écoutez bien, parce que c'est très important. Peter Momberts et ses collègues de l'université Rockefeller, oui, ils savent, croyez-moi, ils savent, à New York, eh bien ils ont retrouvé chez l'homme 8 séquences d'ADN identiques à celles présentes chez les souris et les rats. 7 de ces gènes se sont révélés inactifs, confirmant ainsi l'hypothèse selon laquelle chez l'homme, ces récepteurs ne sont que des reliques inopérantes d'un temps où l'évolution ne nous avait pas encore différenciés des mammifères intérieurs. Ils ont caché l'histoire. C'est une bande de menteurs. Pour autant, le fœtus humain a un organe vorémonosal qui joue un rôle important dans la différenciation sexuelle, mais ils rapetissent avant la naissance. Nos ancêtres humains avaient probablement, tout comme la souris, une centaine de gènes V1R, qui sont devenus les autres 99 gènes. Que sont-ils devenus? C'est donc la première fois que les biologistes ont observé une disparition aussi massive de gènes. Pourquoi cette évolution s'est-elle produite? Et si ce gène a survécu à tous ses congénères, peut-on supposer que c'est pour une très importante raison? Les chercheurs pensent depuis longtemps que les hommes communiquent par les phéromones, mais il reste à déterminer de quelle façon elles sont produites et comment elles peuvent être détectées à travers une pièce, même à une grande distance. Comprenez-vous pourquoi ils veulent imposer les masques H24? Comprenez-vous pourquoi ils détruisent tous nos sens, sans exception? Comprenez-vous aussi pourquoi tout a disparu, tout est mélangé, pourquoi les genres sont devenus mélangés, pourquoi on nous parle de genre asexuel, bisexuel? Ils veulent que nous devenions asexués. Ils veulent que nous acceptions leur déviance criminelle, sexuelle. Ils veulent que nous ne sachions plus qui nous sommes. Pour ça, ils ont mis des années. Ils ont commencé
par empoisonner la nourriture, ensuite les océans, ensuite tout ce que nous mangions, la terre, et puis ensuite ils ont empoisonné les petits humains en leur donnant des vaccins soi-disant pour les guérir d'une maladie qui n'a jamais existé. Et maintenant ils nous ont inventé un Covid pour enfin pouvoir nous masquer, c'est-à-dire que nous ne puissions plus nous reconnaître entre nous, que nous ne puissions plus avoir d'expression faciale. On est dans une boîte enterré vivant, muré vivant. Alors messieurs les médecins, allez-vous réagir? Allez-vous commencer à faire de vraies études médicales? Allez-vous commencer réellement à vous intéresser à l'humanité tout entière? Allez-vous comprendre que nous sommes nous aussi des mammifères qui fonctionnons avec toutes ces capacités, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient phéromonales? Tout ceci nous appartient à tous et on nous le retire petit à petit. Plus de liberté. Un jour, on a dit qu'on nous ferait payer l'oxygène. C'est déjà le cas, messieurs, dames. Si vous n'avez pas votre masque, vous paierez 135 €. Et pour ceux qui sont dans les restaurateurs, par exemple, ou ailleurs, eh bien pour eux, c'est 800 € s'ils n'ont pas le masque. C'est déjà le cas. Nous payons notre oxygène. Mais nous devenons des robots parce que nous acceptons les mensonges qu'on nous raconte. Alors quand on vient me dire « Mais est-ce que vous êtes médecin ?» Faut-il être médecin pour s'intéresser au fonctionnement des humains? Faut-il être médecin? Parce que d'après ce que je vois, je crois que les médecins n'y connaissent plus rien. Sortez vos enfants des écoles. C'est plus qu'urgent de sortir vos enfants des écoles. C'est la dernière ligne droite. Ensuite, ils vont prendre vos enfants. Ils vont les prendre et puis ils vont vous dire qu'ils ont le Covid et ils les mettront, soi-disant, en sécurité pour les soigner. C'est-à-dire que vous, parents, vous n'êtes même plus capables de soigner vos enfants. En fait, êtes-vous capable encore de quelque chose? Êtes-vous capable encore d'être parent? D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Que vous n'ayez plus de relations sexuelles. Que vous n'ayez plus d'enfants. Parce qu'ils veulent le transhumanisme. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous l'urgence de la situation? Comprenez-vous à quel point c'est tous ensemble que nous pouvons régler ce problème? En refusant l'obéissance, en refusant, en restant chez vous, en cessant de consommer, en cessant de mettre vos enfants dans les écoles. Tous, vous êtes en train de payer, je sais, votre maison, votre voiture, mais comprenez que si nous sommes des millions dans ce pays et dans les autres pays, à se dire que rien ne vaut plus cher que la vie qu'on nous enlève, puisque nous sommes emmurés vivants, alors oui, l'humanité est foutue. Ça vous appartient à tous. Ça nous appartient à tous. Nous sommes tous responsables de nos choix. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. À bientôt, mes amis.